Fishing with John. Fishing with John. Fishing with John. Out on the water, fishing with John. Vous venez d'entendre la magnifique chanson thème de l'émission Fishing with John qui sera à l'honneur dans notre émission aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. Quelle chanson, hein? Faut se le dire. Ça nous met dans un état d'esprit. C'est ça. Écoute, c'est beau, c'est doux. C'est fou comment une chanson qu'on a entendue 6 fois pour 6 épisodes nous est tellement collée à la tête. Vraiment, là, c'est particulier. Je comprends pas ce qui se passe dans Fishing with John, en fait. Écoute, j'ajouterais même à ça, je m'excuse, je te coupe, mais on a regardé le premier épisode, je pense, ou les 2 premiers épisodes avec Camille, qui était là à un moment donné, là, pour d'autres visionnements. Puis quand j'y disais qu'on continuait notre aventure, qui m'écrivait Fishing sur Messenger, on le chante instinctivement, on se met plein de i là-dedans, plein de o, puis écoute, on est parti. Fait que il y a quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose de particulier que ce Fishing with John là, qui a été fait justement par John Lurie, le musicien John Lurie. Tout à fait, oui. Ben le musicien John Lurie, dans le fond, qui est le John de Fishing with John, mais qui fait tout dans cette émission-là, finalement. Écoute, il est réalisateur, là on dit scénario, mais en même temps, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de scénario ça doit être improvisé en partie, mais il doit avoir quand même une certaine trame narrative que les gens suivent. Là, juste pour vous mettre en contexte, en fait, là, avant qu'on commence. Mais de quoi ça parle? Ouais, ben plus ou moins, mais tu sais, juste le concept général du show. En fait, c'est vraiment c'est John Lurie qui va pêcher avec quelques-uns de ses amis. Puis ça se présente un peu comme un documentaire là, une série documentaire, mettons qu'on verrait à Évasion ou à Canal D ou je sais pas quoi là, tu sais. Du monde qui vont pêcher, puis surtout en fait qui ne savent pas comment pêcher, ce qui est quand même ce qui ajoute au ridicule parce que c'est une série comique en fait là, tu sais, il faut comprendre ça là. Oui, ça paradis beaucoup de choses, puis j'ai l'impression que si on regarde ça un peu juste du coin de l'œil, ça joue à la télé comme ça, on peut croire que c'est un vrai show de pêche là, surtout si on connaît pas les invités là, parce qu'ils sont quand même connus mais pas tous de la même façon. Je pense qu'il était plus là. En 92 assurément. quand c'est sorti. Mais c'est ça, John Lurie, parle-nous un peu de lui parce que c'est lui qui instigue ce projet là. Ben tout à fait. En fait, John Lurie là, principalement c'est un musicien. Dans le fond, il a fondé un groupe de jazz en 1978 qui se nomme The Lounge Lizards, qui était pas mal plus une parodie en fait de jazz là. Il composait des trucs vraiment pas sérieux au départ jusqu'à temps qu'il décide d'ajouter un peu de torque à ses chansons. Donc c'est ça, il a composé ça avec il a cofondé dans le fond avec son frère Evan Lurie. Mais ce groupe-là dans le fond vont quand même faire quelques albums, jouer à des endroits aussi. En 1999, il va sortir un album posthume d'un personnage qu'il a créé. Donc il a créé un personnage qui se nomme Marvin Pontiac, qui serait un Africain juif. Puis Lurie a sorti un album posthume de ce gars-là avec des rares photos de lui parce qu'on le voit jamais dans les journaux et tout ça. Fait que tu sais, j'imagine que pour les gens qui le savent pas, il y a peut-être comme une espèce d'aura de mystère. Tu sais, en faisant la recherche, on est quand même quasiment 30 ans plus tard, là. Je veux dire, c'est peut-être plus facile d'avoir quelque chose, mais sur le coup, je ne sais pas comment ça s'est passé tout ça. Mais bon, il voulait quand même pendant longtemps faire un album où il chante finalement, mais tu sais, il se disait que c'était un peu prétentieux de faire ça finalement. Fait que tu sais, bon, peut-être parce qu'il était pas fait nécessairement pour le faire, parce que je trouve pas tant que les groupes sont prétentieux, mais je comprends. Ouais. Mais en même temps, il disait qu'il trouvait pas qu'il chantait super bien pis tout, donc pis tu sais, vous l'avez entendu aussi, c'est lui qui chante la chanson, fait si toutes ses chansons sont de même, effectivement, là, mais c'est aucune idée. Mais bon, il a fait
Aussi, en 2017, dans le fond, il va lancer un album Marvin Pontiac and the Asylum Tapes sur lequel il chante. Donc, Marvin Pontiac Again. Même si en 99, Ouais, c'était c'est un ça. posthume. Fait que, tu sais, on Un voit deuxième que posthume, c'est ouais, ça, ouais. exact. Il va fonder aussi le John Lurie National Orchestra au début des années 90. Puis il va jouer du sax dans ce groupe-là. Fait que vraiment un jazzman, là. Finalement, il y a rien d'autre, en fait, là. Tu sais, c'était des pièces qui étaient pas mal improvisées en grande partie. Puis on disait que les crédits d'écriture, dans le fond, étaient attribués aux 3 membres. De ce groupe-là. En 2014, ils ont sorti un album de leurs chansons qui avait comme jamais sorti, finalement. Puis c'est eux qui ont fait la chanson de l'émission. Bon, je trouve pas vraiment que c'est tant du jazz que ça, là, mais bon. Il a fait aussi la musique du Late Night Show de Conan O'Brien avec Howard Shore, qu'on a entendu dans Silence of the Lambs, donc un moment The déjà. Ringer aussi. Mais oui, tout à fait. Il a fait aussi la musique de 20 films. C'est quand même impressionnant. Il a gagné un Oscar pour la soundtrack de Get Shorty en 1996. Pas un Oscar, une nomination au Grammy. Ouais, c'est ça. C'était comme, ah oui, il a gagné un Oscar. Une nomination au Grammy. Il a joué dans la télésérie Oz, qui était dans une barre de prison. Ouais. Là. Il jouait un inmate, là, tout simplement. Il a joué dans The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese, qui est un Criterion, tout à fait. On le possède en plus. Il a créé son propre label en 98 avec lequel il va sortir une espèce de soundtrack de Fishing with John, malgré que, bon, il n'y a pas vraiment de chanson. Mais à la fin de chaque épisode, en fait, de la moitié des épisodes, il fait un peu de la promotion d'un album du show, en fait. Ouais. Mais c'est ça, l'album est quand même sorti 6 ans après ça, fait que je sais pas trop si c'est le même album qui advertise dans les crédits. Je pourrais pas dire, mais bon, puis en étant aussi musicien, mais John est aussi peintre, dans le fond, puis on dit qu'il y a des symptômes de la maladie de Lyme depuis les années 2000, puis donc il s'est tourné un petit peu vers l'art visuel là, depuis ça, finalement, puis il expose quand même dans des galeries, des musées un peu partout dans le monde, là. On parlait de Munich, New York, Montréal, Amsterdam, c'est quand même sympathique, là, il s'est recyclé, j'ai pas vraiment vu qu'est-ce qu'il faisait, mais bon. Je serais curieux. Ben, tout à fait. Puis, écoute, Fishing with John, je vais pouvoir continuer avec la fiche. Donc, 1992, des États-Unis, documentaire, comédie, sport. On a même sport là-dedans. Mais c'est vrai que ça pourrait jouer à Évasion. Un moment donné, pêcher un requin, c'est du sport. Là. Ben, c'est ça, tout à fait. On parle d'une durée de 147 minutes, mais bon, 6 épisodes d'à peu près 24 minutes chacun. Format couleur très carré, 1:33:1. Producteur Taku Nishimai qui a fait Fishing with John et un documentaire sur les Lounge Lizards, dans le fond. C'est... Mais c'est ça, le financement du film est japonais surtout. On pourrait y revenir parce que les producteurs ont joué un rôle quand même assez important par la suite. Là, on pourrait y revenir, mais oui, c'est ça. Puis l'émission, en fait, je sais pas si tu le mentionnes, à quel poste ça jouait. Parce que c'est une série télé, là, mais je peux aller la chercher, mais c'est un poste que j'ai jamais entendu parler. Là, c'est ITC, je sais pas quoi. Là. Va chercher ça, puis je continue pendant ce temps-là. Donc, je disais Taku Nishimai, mais aussi 6 autres producteurs. Donc là, ça vaut pas tant la peine. En même temps, il y a 6 épisodes, donc c'est possible que ça soit ça. Scénario et musique de John Lurie, évidemment. Directeur photo, il y en a 2. Tom Kruger et Michael Spiller. Michael Spiller qui a fait plein de choses que vous connaissez, là, Superstore, Brooklyn Nine-Nine, Scrubs, Sex and the City, Modern Family, Mindy Project, etc. Montage, Mike Weiss et Jeffrey Kusama Int qui a été producteur pour le film 13 et The Kids Are Alright qui est un film qu'on a à la maison et qu'on a regardé. Il est bien sympathique. Ça fait pas si longtemps, là, avec, mon Dieu. Mark Ruffalo, Julianne Moore. Je cherchais l'autre. Etc. Annette Bening. Ça jouait en fait à IFC, qui est Independent Film Channel, qui aujourd'hui appartient à AMC. Puis ça jouait aussi à Bravo, je crois, qui doit aussi appartenir. Ah non, NBC. Cette fois-là, mais c'est ça a pas dû être très très populaire, j'ai l'impression. Tristement, mais en même temps, ça se veut, ça a aucune visée commerciale, là, cette émission-là. C'est un peu comme Between Two Ferns, là, c'est mais en même temps, il est
coince pas, là, tu sais, c'est pas, mais Between Ouais, Two Ferns, ben c'est c'est vraiment super scénarisé. Ouais. Mais bon, ça peut s'apparenter, mais je parlais la dernière fois carpool, karaoke, ou comedians in cars, getting coffee. Oui, sauf que j'ai l'impression que là, contrairement à d'autres émissions comme ça que tu mentionnes, tu sais, mettons, les invités, si on prend, mettons, Jim Jarmusch, qui est le premier invité, j'ai l'impression qu'il joue un personnage d'une certaine façon. Tu sais, chacun joue vraiment lui, même mais Willem tout en... Dafoe aussi, ouais, c'est ça, tu sais. gâté. Ben, Dennis Hopper aussi. En fait, c'est ça. Ils ont toutes leurs petits, leurs petites touches. C'est ça, tu sais, il joue Willem Dafoe, tu sais, comme un character actress, Margot Martindale dans BoJack Horseman. Donc, Criterion, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Hein? Vraiment peu, en fait. Puis je trouvais ça tellement drôle de lire le premier point, parce que l'édition Criterion comprend, croyez-le ou non, les 6 épisodes et Rien de moins. Je m'attendais pas à ça. Je comprends pas pourquoi ils disent. Ben, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Une ligne, c'est gênant. Ben, c'est ça. Mais sinon, un commentaire par John Lurie qui pourrait être intéressant. Là, parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse section étayée des trivia sur IMDb. C'est ce qu'on s'est rendu compte en faisant la recherche. Puis un vidéoclip des Lounge Lizard pour la chanson Big Heart. Je sais pas si c'est la chanson titre de l'émission, parce que ça m'étonnerait pas qu'il ait appelé ça Big Heart alors que c'est Fishing with John, mais bon. Mais oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Là. C'est exactement mon genre d'humour, là, mais... Tu sais, en tout cas, c'est vraiment pas pour tout le monde. Là. Je pense que c'est de l'humour très pince sans rire, puis très... Le meilleur comparatif, puis encore là, vous avez sûrement pas les référents nécessairement, mais c'est les faux documentaires animaliers dans Family Guy. Oh mon Dieu, mais oui, mais tu vas mettre ça non, mais loin. Tu sais, on en a... Non, je sais, mais tu sais, on en a vu un faux documentaire National Geographic sur le Fire Truck. C'est ça, le camion de pompiers, puis là, il est dans la savane, puis il attaque des animaux, puis ils font comme si c'était dans la savane, pas dans la savane. Ouais? Non, mais ben oui, mais c'est familier. Un camion qui est dans la savane, c'était drôlement dit, mais dans la savane. Je vois là où tu vas emmener. Non, mais dans la savane, dis-je, puis qui chasse des gazelles avec son échelle, puis ça fait aucun sens. Mais c'est vraiment ça, Fishing with John. Ça ne fait aucun sens. Donc à la surface, c'est ça ressemble aux émissions traditionnelles de voyage, de pêche et tout. Dans chaque épisode, John Lurie reçoit un invité, puis ils partent dans une expédition. Puis puisque aucun d'eux a vraiment une expérience en pêche, c'est pas mal l'interaction entre lui et ses invités qui est drôle à voir. Il y a rien de très spectaculaire. Là, il se passe rien du tout, en fait. Il se passe rien, mais le montage fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Notamment dans le premier épisode, parce que là, il y a quelque chose qui se passe, mais des fois c'est du surnaturel, des fois c'est... Tu sais, il y a vraiment plein d'émissions, puis pas d'émissions, de thématiques, puis j'ai l'impression des fois que comme c'est le narrateur qui fait un peu le show, là, parce que il rajoute de l'information qui est parfois, souvent impertinente, mais parfois inventée aussi, puis là, en tout cas, c'est magique. Il y a pas vraiment beaucoup de façons d'aborder ça, fait qu'on va y aller épisode par épisode, puis voir comment on a aimé ça, parce que c'est ça, il y a pas beaucoup d'informations sur le show, tout simplement. Donc, dans le premier épisode, c'est Jim Jarmusch, qui est l'invité de John Lurie. Donc, Jim Jarmusch, qui est un réalisateur bien connu, fait Mystery Train, Down by Law, il a fait Dead Man. Puis John Lurie fait la musique, justement, sur certains de ses films aussi, là. Donc, puis il a fait le récent, à Cannes, qui avait été présenté en ouverture du Festival de Cannes, effectivement, The Dead Don't Die, un film de zombie qui sort pas mal du moule indépendant, disons, que Jim Jarmusch s'est imposé, mais il est connu aussi pour Coffee and Cigarettes, que tu avais vu. Oui. Mais en fait, j'ai vu ça au cégep avec Sylvie. Je suis pas mal sûr que John Lurie doit jouer là-dedans aussi. Mais je sais plus si c'était parce que tu me parlais de 2 ou 3 courts-métrages puis un film. Je pense que c'est un court, mais honnêtement, ça fait comme 15 ans. Là. Le DVD, parce qu'on a... Je sais pas si je l'ai, mais en tout cas, je l'ai vu longtemps au Vidéotron à Valleyfield à vendre, puis à chaque fois, j'étais comme, je l'achète dessus. J'ai aucune idée c'est quoi, mais il y a Steve Buscemi, il y a Tom Waits, il y a les frères, pas les frères, mais les White, là, des White Stripes, en fait. Jack White puis Megan. C'était peut-être ça que j'ai vu, mais il me semble, je me rappelle que c'est comme en noir et blanc, puis il y avait des gros plans de fumée, puis tout ça, puis mais tu sais, ça fait longtemps, là. Il a aussi fait Broken Flowers, que j'ai pas vu, mais qui est avec Bill Murray aussi, qu'on possède. Mais c'est ça, donc Jim Jarmusch et John Lurie s'en vont chasser un requin au large de... en tout cas, pêcher, là, mais tu pêches pas sur un requin, là, tu
tu le Ça va harponnes. leurrer Ouais, c'est un ça. requin. Tu le harponnes, là, mais puis c'est ça, à environ 3 heures de bateau au large de Long Island, en fait de Montauk, là, qui est comme la pointe de Long Island. C'est le premier épisode, puis c'est une bonne entrée en matière. Je trouve le narrateur est quand même présent, quand même pas mal. On catch aussi beaucoup l'humour, je trouve, du show là-dedans. Il y a le narrateur qui fait un long monologue, en fait, là, sur le fait que les requins ont tué des hommes dans tous les océans du monde. Puis que, c'est quoi donc? When it comes to human... non, when it comes to shark, human is on the menu. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas dans cet épisode-là aussi qu'il raconte une anecdote de pêche sur une femme qui avait un cancer du sein sans le savoir. Jim Jarmusch raconte ça, puis il dit qu'elle nageait avec des dauphins, puis là les dauphins ils arrêtaient pas de la frapper au sein dans le fond. Puis là il y a le narrateur qui, puis dans le fond, c'est ça, les dauphins ont comme senti ça, puis la femme est allée se faire tester, s'est rendu compte, puis elle est comme pas morte à cause de ça, dans le fond. Puis là, il y a le narrateur qui dit « Les voyages de pêche sont caractérisés par des anecdotes de voyages de pêche. Ici, c'est drôle, parce que l'histoire de Jim voulait dire que la femme ne savait pas qu'elle avait le cancer du sein, et que le dauphin lui a fait savoir qu'elle... » Puis tu sais, on n'avait pas besoin non, de ça. C'était pas une histoire assez c'est... subtile pour qu'on comprenne pas trop ce qui se passe, là. Puis après ça, John Lurie, il va avec une histoire qui a aucunement rapport avec la pêche, ni les poissons ou rien. Donc, c'est vraiment magique. Aussi, il essaie d'attirer un requin avec du fromage au-dessus de l'eau, puis en espérant qu'il puisse se remonter, puis que là, il puisse le tirer avec un fusil. Donc, toutes les techniques sont bonnes pour chasser le requin. Mais c'est vraiment ça. Au final, on vous dira pas s'ils ont réussi ou non. On voit un requin. On va se dire ça. Puis d'ailleurs, ce segment-là de John Lurie, parce qu'à un moment donné, je sais pas, ils doivent relayer leur canne à pêche ou quelque chose comme ça, mais il y a John Lurie et Jim Jarmusch qui tirent vraiment comme des fous, puis ça a été repris ce segment-là dans Bob l'éponge. Je me souviens pas, je sais pas si j'ai noté, non, j'ai pas noté l'épisode, mais c'est un épisode, en tout cas, si vous avez écouté Bob l'éponge quand vous étiez jeune, c'est l'épisode où il y a comme une région dans Bikini Bottom où il y a plein d'hameçons qui pendent là, puis le jeu de Bob et de Patrick, c'est de s'asseoir sur les hameçons, puis de débarquer le plus tard possible avant d'être en surface. Donc il y a vraiment des segments de Fishing with John dans Bob l'éponge, ce qui fait quand même du sens, mais c'est un beau clin d'œil parce que c'est la seule référence que vous allez y trouver, parce qu'il y a absolument rien d'autre. Donc ça, c'est le premier épisode qui nous a mis quand même l'eau à la bouche, je pourrais dire. C'est lui qu'on a regardé en premier. Oui, c'est lui qu'on a regardé, puis après ça, on a écouté l'épisode 4, en fait, avec Willem Dafoe. Mais on va y revenir peut-être à celui-là, mais ouais, c'est ça, on les a pas écoutés dans le bon ordre, parce que j'étais quand même curieux de voir. Moi, j'adore Willem Dafoe. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner. J'ai pas été déçu. You're something of a scientist yourself. Ouais, exactement. Mais donc, c'est ça, premier épisode, Jim Jarmusch. Le deuxième épisode met en vedette Tom Waits, donc le musicien Tom Waits. T'avais quelques infos, peut-être? Oui, c'est ça. En fait, je voulais les faire à chaque fois, peut-être. Tu sais, donc, Jim Jarmusch, réalisateur, qui a 5 films, quand même, dans la collection Criterion. Fait qu'on va pouvoir se familiariser avec son style. Puis, il y en a certains, justement, dans lesquels John Lurie fait la musique. Tom Waits, c'est un musicien. J'ai pas c'est un acteur aussi. Tu sais, il a côtoyé tous les grands de ce monde aussi. Il a une grosse aura, là. Il y a une voix très très grave, en tout cas il chante, il a vraiment un style particulier. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça, sa musique, mais c'est quand même très alternatif, c'est sympathique, mais c'est ça. Il a joué aussi dans comment ça s'appelle le film de Terry Gilliam là, celui avec Heath Ledger, là, c'est le dernier film de Heath les Ledger. Frères Grimm. Non. Imaginarium de c'est ça, Parnassus, quelque chose comme ça. Donc, il a joué là-dedans, il a joué dans d'autres trucs aussi, là, il jouait là-dedans, il jouait le diable. En tout cas, il a joué dans une couple d'affaires aussi que je connais. Là-dedans, ils sont en Jamaïque, en fait, dans le deuxième épisode, puis ils essaient de pêcher, là, j'ai pas trouvé la traduction française, mais un red snapper, c'est un poisson rouge, là, j'imagine. On en voit ça, ils réussissent à en empêcher, étonnamment. Donc, c'est un épisode, pas qui m'a laissé sur ma faim, mais tu sais, qui était le moins bon, j'ai trouvé, de tous les épisodes. Il y a Tom Waits qui a le mal de mer, évidemment, oui. Puis qui
C'est ça, il y a de la misère aussi à tout simplement à rester sur un bateau, donc ça amène plusieurs problèmes à l'écran, mais aussi à l'extérieur de l'écran, parce que il était pas capable de trouver un bateau assez stable pour être dans ces eaux-là, puis finalement ils ont trouvé une espèce de vieille racaille, là, mais en tout cas c'était vraiment très compliqué. Ils voulaient tourner cet épisode-là en Arkansas, mais finalement ils l'ont fait en Jamaïque parce que Tom Waits était déjà là-bas en vacances quelconques, donc c'est vraiment un épisode particulier parce qu'il se passe pas grand-chose en fait de pêche non plus. C'est là où Tom Waits met justement un poisson dans ses pantalons pour aucune autre raison. Le narrateur nous fait un beau petit descriptif aussi de ça. Le narrateur était moins présent dans cet épisode-là, puis je trouvais que ça fonctionnait un peu moins bien. Moi, j'aimais vraiment quand les épisodes où il y a le plus de narrateurs, mais c'était quand même particulier. On les voit jouer. Il y en a un qui s'en vient. Mais on les voit jouer avec on les voit jouer avec la population locale, les Jamaïcains justement aux cartes, des trucs comme ça. Mais il y a pas mal un peu moins de pêche, je dirais, dans cet épisode-là que dans les autres. Là. Ben, en même temps, est-ce que c'est pour ça qu'on écoute le show? Je sais pas. Mais bon, donc le deuxième épisode, c'est ça, avec Tom Waits. Le troisième, c'est avec Matt Dillon. Matt Dillon qui a joué tout récemment dans The House That Jack Built, l'espèce de film de Lars von Trier qui a l'air... Ma foi, assez difficile à regarder. Il a joué dans Crash, qui avait gagné de façon très controversée l'Oscar du meilleur film la même année que Brokeback Mountain. Ça je pense que oui. Mais un film choral qui est correct. Là, je zéro mon style de film, mais avec même Tandy Newton aussi. Bon. Et il avait joué dans The Outsiders en 1980 quelques. 83, je pense, un des gars, là, pour vrai. Rendu là, je pense que... Non, c'est ça. Puis, il jouait un gars quand même assez... pas le principal, là, pas Pony Boy, mais... Non, Pony Boy, on l'a vu récemment dans un American Pie. Oui. Parce qu'on a fait ça, nous autres. Tout est dans tout. Mais dans cet épisode-là, en fait, ils vont pêcher au Costa Rica. Puis ils vont pêcher... Je pense que c'est jamais vraiment spécifié qu'est-ce qu'ils vont se pêcher. Mais c'est... en tout cas, c'est un épisode aussi particulier. Matt Dillon, c'était pas le premier choix, en fait, de John Lurie pour... jouer là, c'était je sais pas, je l'avais mentionné. Flea. Exactement, le bassiste de Red Hot Chili Peppers. Donc Flea. Mais qui était pas disponible malheureusement, donc c'est les producteurs japonais en fait qui ont poussé Matt Dillon, qui était quand même relativement big au début des années 90. On a poussé pour lui, ce qui donne en fait, parce que c'était pas son ami à John Lurie tant que ça, ils s'étaient rencontrés une fois ou deux, donc ça donne un épisode un peu plus froid, puis ils ont joué un peu sur cet élément-là en les faisant s'éloigner, les deux personnages, donc ils prennent une très grande pirogue puis ils se mettent à un bout ou à l'autre de la pirogue justement, puis ils se parlent pas, puis là c'est le narrateur qui a l'opportunité de briller, disons, puis qui c'est ça, il ajoute plein d'éléments surnaturels, là. Il ajoute une danse pour favoriser la pêche de poissons. Il y a une chorale qui semble venir du paradis à plusieurs moments du film. La musique était très bonne d'ailleurs de cette chorale-là, mais bon, c'est pas le propos du film. Ils prennent un avion aussi alors que Matt Dillon déteste prendre l'avion, donc c'est vraiment particulier aussi. L'humour était un peu différent, je dirais. C'était beaucoup de l'humour malaise dans cet épisode-là, mais je trouve que ça marchait quand même assez bien. Puis là, on arrive dans du gros stock. Là, on arrive dans l'épisode de Willem Dafoe. Willem Dafoe puis Dennis Hopper après, c'est du gold. Là, c'est bien trop bon. Willem Dafoe, Willem Dafoe, écoute, rapidement, parce que je pense que tout le monde le connaît quand même assez bien, là, mais c'est notamment Norman Osborn dans Spider-Man qu'on a regardé récemment. La personne qui va donner la réplique à Robert Pattinson dans The Lighthouse, un film très très récent. Sinon, il jouait At Eternity's Gate le rôle du peintre. Je me rappelle pas de son nom. C'est Van Gogh. Bon, fait que c'est ça, mais Willem Dafoe qui a toujours... à l'époque, il était très connu aussi. Il venait de jouer dans Last Temptation of the Christ. Il venait de jouer... ça faisait quand même un petit bout, mais il a joué dans Platoon. C'était un de ses premiers grands rôles au cinéma, puis il avait été nominé, je crois, à l'Oscar. Il a joué dans Born on the 4th of July en 91 aussi, un handicapé en chaise roulante. Un amputé, en fait, en chaise roulante. Donc, Willem Dafoe probablement un des meilleurs acteurs de sa génération, là, en tout cas de mon point de vue. Là. Dans tous ses rôles, il brille là, vraiment dans beaucoup de Wes Anderson. Pas beaucoup, mais en tout cas dans quelques-uns des Wes Anderson aussi. Donc moi, je l'adore. Puis ici aussi, il joue une espèce de
je veux pas dire psychopathe, là, parce qu'il est pas nécessairement psychopathe, mais il joue quelqu'un de particulier. Ouais, puis ça se passe en Alaska. Non, ça se passe au Maine. Ouais, ça se passe au Maine. Ouais. Il y en a, non, c'est parce qu'il neige, là, en fait, mais c'est dans le nord du Maine. Ils font de la pêche sur la glace, puis... j'ai confondu. Pourquoi je pensais que c'était en Alaska? Mais c'est pas grave. Bah, ouais, enfin, mais c'est de la pêche sur glace. Ils se bâtissent une petite cabane. Ils vont essayer de dormir collés dans leur sac de couchage pour se réchauffer un peu. Ils pêcheront pas grand-chose. Ils pêchent rien, puis ils ont très faim. Donc, ils essaient, c'est ça, à chaque jour, je pense qu'ils restent là peut-être 6 jours, puis à chaque fois, ils sont pas capables de rien pêcher. Puis, finalement, ils meurent de faim. Hein? C'est ce que le narrateur nous dit, en tout cas. Ouais. Donc, je sais pas comment il a fait pour faire Spider-Man après, mais c'était pas lui. On le sait, en fait, parce que dans l'épisode suivant, avec Dennis Hopper, un épisode en deux épisodes, en fait, en 2 parties, là, le film s'ouvre en disant « Ah! » John n'est pas mort finalement. Désolé, oubliez ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Il aurait pu les classer différemment pour finir avec la mort. Ouais, c'est sûr. Non, mais je trouve que ça rajoute à l'aspect comique aussi. Mais c'est ça, cet épisode-là est en 2 parties avec Dennis Hopper, qu'on connaît quand même bien pour notamment Blue Velvet. Je pense qu'on l'avait mentionné quand on parlait de Seijun Suzuki, l'autre, Branded to Kill. Branded to Kill, dans le fond, qui avait un espèce de fétichisme là, où il aimait sentir du riz. Puis on avait dit que ça nous rappelait beaucoup Dennis Hopper dans Blue Velvet, justement, parce qu'il se prend des inhalations d'un gaz hilarant, j'imagine, ou... je pense que c'est juste l'oxygène, en fait. Là, non, mais c'est quelque chose. C'est un gaz, c'est quelque chose, c'est particulier, puis ce gaz-là lui fait perdre la tête, là, il devient comme... Il veut vraiment avoir du sexe, là, quand il respire ce gaz-là, puis c'était pareil, là, honnêtement. Mais c'est lui, c'est Dennis Hopper. Donc, Blue Velvet, il a joué aussi dans Speed, dans Easy Rider, auquel ils font beaucoup référence dans son épisode, justement. D'ailleurs, c'est ça, Dennis Hopper propose à John Lurie une idée pour Easy Rider 2, ce qui fait aucun sens, là, mais que c'est toujours drôle. Non, mais pas nécessairement que ça fait aucun sens, mais c'est un peu comme dans This is the End, où là, une fois qu'ils sont tous gelés, ils proposent on fait-tu Pineapple Express 2, puis là, ils font juste remettre en scène des affaires pas possibles. Mais c'est à peu près ça qui se passe, puis Dennis Hopper, dans la vie, il a l'air d'un tueur, d'un psychopathe lui aussi, puis il est très volubile comme personnage. Puis ça paraît beaucoup dans cet épisode-là, en fait, dans les 2 épisodes. Il porte une casquette ridicule. Mais ça, c'est drôle, là. Il s'achète des casquettes, tu sais, je sais pas. L'a-tu dit, ils sont où? Ils sont en Thaïlande. Je sais pas si on l'a mentionné. Non, je pense pas. Ils chassent le Giant Squid, donc la grosse pieuvre, là, on va dire ça comme ça. Puis c'est ça, ils ont l'air de 2 touristes en Thaïlande, puis ils s'achètent une grosse casquette avec du glitter, puis de l'or, puis des éléphants faits en diamant. En tout cas, des affaires ben trop sketch, là, que ça fait rapace un peu, là, puis tu sais, c'est particulier, mais ils ont du fun, tu sais, quand même. Ils ont vraiment du fun, mais en fait, tu sais, c'est ça que j'ai lu par la suite, parce que ça nous a pas tant frappé que ça au départ. Mon Dieu, j'ai hâte de se voir. Je te l'ai dit. Pour la narration. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que dans ces 2 épisodes-là, en fait, c'est la narration qui fait vraiment l'histoire, parce que au final, il se passe rien, mais le narrateur nous laisse penser qu'il chasse justement le Giant Squid, mais alors que jamais ni John Lurie ni Dennis Hopper vont mentionner qu'ils sont en train de pêcher ça. Mais on s'est fait berner quand même un petit peu en pensant qu'elle allait faire ça. Mais c'est ça, il se passe juste des trucs anodins. Puis le narrateur rajoute des éléments là, qui font en sorte que comme ils sont en train de dormir, puis ils sont comme le Giant Squid, il a le pouvoir pour hypnotiser les gens, puis là il les a hypnotisés. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment drôle. En tout cas, pour nous, toi aussi t'as bien aimé, je pense. Oui, non, je l'ai trouvé vraiment drôle. Puis en fait, je me suis demandé s'il allait réussir à le pêcher ou pas. Tu sais, à un moment donné, ils sont, je sais plus où exactement, ils croisent d'autres bateaux. Puis le narrateur dit que c'est d'autres bateaux qui s'en vont là-bas. Ça prend ce type de bateau-là. Non. Puis tu sais, il y a comme des organisations qui vont se mettre ensemble pour le faire. Puis tu sais, c'est drôle. Pour vrai, c'est vraiment drôle. C'est sympathique. Puis, tu sais, j'ai bien aimé aussi quand Dennis Hopper se commande un espèce de smoothie dans un restaurant. Puis, je te l'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, mais il est bon de vouloir prendre de la glace, tu sais. Puis là, 2 secondes après, John, il dit, t'es courageux de prendre de la glace. Puis tout ça. Puis là, Dennis comprend que, mon Dieu, fallait pas qu'il prenne de glace. Fait que là, il demande à la serveuse s'il y en a, pour finalement le canceller, quasiment y relancer au visage, puis demander un autre pas de glace. Puis John, il dit, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça goûte? Puis,
hot. Parce qu'il n'y a pas de glace dedans. Ah, ouais. Là, on vous compte ça, mais c'est parce que Faut vraiment les écouter. Puis je pense qu'il y en a quand même, s'ils sont pas tous sur YouTube, il y en a quelques épisodes que vous pourriez y retrouver. Mais nous, on l'écoutait sur la plateforme de Criterion. Puis je songe sérieusement à me le procurer éventuellement parce que je me suis questionné à savoir, dans la plupart des films qu'on a vus à date, on se demandait pas vraiment qu'est-ce que ça faisait dans la collection. On comprenait un peu, puis celui-là, ben, c'est le premier qu'on se dit, crime, pourquoi c'est dans la collection? Pourquoi, mais en même temps, on a vraiment aimé, tu sais. Ouais. C'est un pourquoi curieux, là, tu sais. C'est vraiment pas un jugement, là, parce que c'est vraiment le fun, mais en même temps, c'est que ça a pas nécessairement les qualités de quelque chose de la collection. Puis ben, celle-là, quand même, tu sais, c'est laid, là, c'est très, très laid. Tu sais, c'est tourné pour la télévision, tu sais. Il y a quand même quelques beaux plans, mais tu sais, généralement, c'est très pixelisé, puis il y a aucune restauration qui a été faite là-dessus, puis je crois pas que ce soit nécessairement. Mais la réponse que je trouverais sur sa présence dans la collection, c'est vraiment juste parce que c'est quelque chose, tu sais, comme l'émission à AV, pas AV, mais à TQS dans le temps, c'est faut le voir pour le croire. Tu sais, le genre de truc que comme, s'il y a personne qui protège ça, genre ça rejouera jamais à télé puis il y aura jamais rien d'autre. Fait qu'il faut trouver une façon de mettre ça sur un DVD. Puis c'est ça que la collection a fait. D'après moi, c'est ça aussi. Puis en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour-là aussi, des acteurs qui jouent leur propre rôle. Tu sais, des situations où tu vois du vrai, ben, les acteurs, mais tu sais, dans le vrai monde, justement, dans la vraie vie. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, il y en a dans BoJack Horseman aussi, Daniel Radcliffe qui joue un animateur de télé, ou tu sais, des affaires un peu comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est très, j'ai l'impression que c'est un peu snob là, comme show là, parce que tu sais, c'est des gens un peu artsy là. Ben, Dennis Hopper pas nécessairement, mais tu sais, Tom Waits, c'est un musicien, tu sais, pour des gens qui aiment la musique alternative, mettons. Là. Jim Jarmusch, c'est pas le plus grand réalisateur non plus de films à gros budget, donc tu sais, c'est vraiment pas pour tout le monde, puis il y a vraiment une plus-value à connaître chacun des invités, mais on a trouvé quand même notre compte, puis pour vrai c'était vraiment bon. Je réécouterais ça, je montrerais ça à tout le monde, on dirait là, tu sais, j'ai vraiment aimé. Ben je le sais bien toi, mais oui. tu sais, justement, je voulais peut-être parler du fait que la prémisse, tu sais, les gens qui savent pas pêcher puis qui s'en vont pêcher, moi je pensais pas qu'on s'en allait dans des aventures de pêche, puis ça m'a un peu fait penser à une émission qui jouait sur Évasion qu'on aimait bien regarder, où un humoriste là amenait des gens en voyage puis vivait des aventures extraordinaires là. Il trouvait des gens sur la plage puis les amenait pour 4 jours à l'autre bout du monde là. Ah oui, Bert, ouais. Faire, ça s'appelait ça. Je sais plus, mais tu sais, Bert Kreschner, je pense comment il s'appelle. Je me rappelle pas son nom non plus, mais tu sais, c'est juste que je m'attendais pas à des aventures de pêche. Tu sais, c'est quand même cool le premier épisode où on se dit on s'en va à Long Island, ok là, mais comme pour un requin, tu sais, c'est quand même vraiment le fun. Après ça, la Thaïlande, après ça, tu sais, plein d'autres endroits, Costa Rica, tu sais, il y a de quoi de, je m'attendais pas à ça nécessairement, fait que je trouvais ça le fun qu'il y ait un but à chaque épisode dans le fond, même si au final c'est juste une trame de fond puis ils sont là pour avoir du fun, mais c'est ça, je m'attendais vraiment juste à comme une petite entrevue avec une canne à pêche, tu sais, puis finalement c'est pas ça qu'on a, puis c'est même pas des entrevues en fait, là, c'est juste c'est deux amis qui pêchent. Je t'amène pêcher puis c'est tout là, fait que c'était vraiment bien sympathique. Ouais, c'était vraiment sympathique. Donc moi ben tu sais, on n'a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ah ben toi, oui, une affaire, le narrateur, c'est Rob Webb dans le fond, puis c'est toi qui me disais Rob Webb, c'est la voix des bandes annonces des années 90. Ouais, ben encore aujourd'hui il en fait là, mais c'est ça, c'est le narrateur par excellence à Hollywood. Donc ici qui a probablement je dirais pas son plus grand rôle parce que tu sais, même la narration des bandes annonces qu'il fait est assez comique ben souvent, mais ici ça prend une toute autre ampleur. Puis non, c'était vraiment Rob Webb, et tu sais, il y a ce charisme là, il y a cette très belle voix là, puis ça sied très bien le propos. Ben voilà. Donc moi pour ma part, je vais donner l'excellente note de 8 sur 10 à Fishing with John. C'est un peu dur à non, c'est pas nécessairement dur à prendre comme un tout parce que tu sais, tous les épisodes se ressemblent quand même un peu dans leur structure, mais tu sais, il y a aucun épisode qui m'a vraiment déçu. Il y en a aucun où tu sais où c'était hilarant du début à la fin là, sauf peut-être Dennis Hopper que c'était particulier sans être toujours drôle, tu sais, c'est un drôle de personnage Dennis Hopper. Mais non, c'est ça, j'ai vraiment apprécié ça, puis
Ouais, je montrerai ça à tout le monde, tu sais, pour vrai. Surtout, c'est des 20 minutes, là, ça passe super vite. C'était vraiment cool, pour vrai. Mais je pense que Camille avait apprécié aussi. Ouais, mais ça a l'air d'être un peu quand moins on regardait. son genre d'humour, là. Elle Tu avait nous plus, corrigeras si... ouais, elle avait plus l'air d'être comme, voyons, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Plus que de profiter de ce qui se passait, là. Nous, on profitait, là. Tu sais, c'était excellent. Puis toi? Ben, pour ma part, 8, mon Dieu, c'est excellent. Mais je vais aller avec un 7. C'est ça. Je trouve que c'est un bon divertissement. Ça fait du bien d'avoir des trucs légers dans la collection. C'est particulier, mais c'était le fun. J'ai pas détesté ça du tout. Ça dure 147 minutes, puis pour vrai, je les ai pas vus passer. Non, je sais pas si c'est juste parce que c'est épisodique, là, donc tu repars à 9 à chaque épisode, mais tu sais, ça a passé vite, là. Ça a passé plus vite qu'un film de 1h30. Ben, que Tokyo Drifter, mettons, qui dure 1h22. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, j'ai bien aimé. C'est pas parfait. C'est un peu flat, là, tu sais, je veux dire, il se passe, cherchez pas des grosses péripéties là-dedans. Mais, c'était bien le fun. Puis c'est ça, quand on comprend que la narration est super, parodique, puis tout ça, c'est vraiment plaisant, là. Donc, je vais y aller avec un 7. Non, ben, c'est bien correct, pareil. Je comprends le point. Et oui, ben vas-y. Ben le prochain, le prochain. T'en allais, parce que je vais le présenter. Le prochain épisode va porter sur un film qui est adapté d'un roman. Un roman très connu aux États-Unis, Lord of the Flies, qui est un roman, j'imagine, obligatoire dans les cursus, là, parce que le nombre de fois où j'ai entendu parler de ça dans des séries, dans probablement Gilmore Girls, puis toutes les séries de mon enfance, adolescence, il me semble que tout le monde lisait Lord of the Flies dans ce que je regardais. Fait que Sa Majesté des mouches. Ben c'est ça, oui, puis c'est quelque chose dont j'ai entendu parler beaucoup dans ma vie avant qu'on l'achète à un moment donné, parce que là, j'étais tannée, puis finalement, on l'a lu, les deux, et on a acheté la version Criterion quand... dans une vente quelconque là, il y a quelques mois. Un Boxing Day, je pense. Puis c'est ça. Donc, film dystopique, film roman dystopique sur une bande de garçons sur une île déserte. Donc, on avait lu tous les deux le livre, qu'on avait bien apprécié. On a déjà vu le film. On va le réécouter, puis on va écouter les bonus aussi. Puis on va vous en parler au prochain épisode. Voilà. Ça promet. Donc, merci beaucoup, Jade. Puis on se retrouve au prochain épisode. Salut! Salut!